je vous remercie, chers amis, d'être venus à ce temps de froid. Effectivement, il fait extrêmement très froid. Cette initiative, d'abord, n'est pas la mienne. Cette initiative est celle de la coordination. C'est quelque chose de concerté avec toute l'équipe, qui, bien sûr, Koulibaly, qui est le coordinateur de cette structure, et Siliba, qui est son coordinateur adjoint, mais aussi avec les camarades qui sont Diallo Tahirou qui est là, et le camarade Konema. Mais il y a aussi d'autres camarades qui ne sont pas venus ici, et y compris d'ailleurs aussi notre camarade Mohamed Abdel Sidi Jelani, qui est juste derrière vous. Donc ça a été fait avec toute la structure du parti ici. Alors, nous avions décidé de décliner cette intervention sur l'initiative du président Nassou, qui, comme vous le voyez là, est intitulée La Mauritanie d'abord. La Mauritanie d'abord pour un consensus national patriotique pour permettre à notre pays de pouvoir garantir la sécurité, la confiance, l'unité du pays, le développement économique et la cohésion sociale. En fait, c'est sur ce thème que nous avions donc décidé de pouvoir faire cette intervention aujourd'hui, qui a été diffusée à un large public. Et il est vrai que, comme vous savez, il y a une situation aujourd'hui nouvelle, à Paris en particulier. Il y a la situation de l'enrôlement, mais il y a aussi ici nos compatriotes mauritaniens en particulier ont des obligations souvent qu'ils ne peuvent entreprendre qu'en fin de semaine. Mais ceci étant, ce qui importe, c'est que déjà que nous puissions vous décliner, en tout cas de pouvoir vous exprimer vivement nos remerciements par votre présence. Alors, comme vous le savez, comme il a dû l'apporter tout à l'heure le camarade Koulibaly Beidari, notre pays, la Mauritanie, est aujourd'hui à bout de souffle à cause d'une crise multidimensionnelle et multiforme, une des plus inexplicables de son histoire. Et c'est pourquoi notre président, Nasser Bouzid, président du parti Alliance populaire progressiste, le président de l'Assemblée nationale, a entrepris depuis un certain temps une réflexion pour pouvoir amener l'ensemble des acteurs politiques, en particulier, mais aussi la société civile et les personnes ressources, à pouvoir se rencontrer autour d'un document qu'il a intitulé La Mauritanie d'abord. Et il a, dans ce document très volumineux, fait un diagnostic de la situation du pays et en même temps appelé l'ensemble des citoyens mauritaniens, mais aussi de nos partenaires au développement, de pouvoir trouver une solution concertée pour sortir notre pays de cette situation qu'il traverse. Donc, comme je disais, faisant le constat de l'existence d'un malaise multiforme, l'initiative plaide pour l'instauration d'un compromis national qui dépasse les clivages politiques. Et c'est surtout ça, c'est sur cela que le lundi 13 février 2013, il a donc exprimé autour d'un point de presse, mais avec une large participation au Palais des Congrès, qui lui-même, ce Palais des Congrès, a dû refuser du monde tellement dû à l'affluence donc des forces politiques, toutes tendances confondues, la COD, ce qu'on appelle communément la coordination de l'opposition démocratique, mais aussi de la CAP, qui est la convergence de l'Alliance patriotique, mais aussi de toutes les forces de l'UPR, donc de la majorité, et des personnes ressources, comme je le disais tout à l'heure, et des citoyens et des citoyennes mauritaniens. Alors, ce que recherche cette initiative, c'est un sursaut auquel appelle cette initiative.
comme je le disais d'ailleurs, c'est pour qu'à la fin, mais surtout d'organiser de manière consensuelle des élections démocratiques, des élections transparentes. Et donc sur cette base, il a appelé donc à ce que les Mauritaniens puissent se rencontrer et dépasser surtout leurs égos et leur clivage politique. Et c'est ça, c'est extrêmement important aujourd'hui pour nous. Comme vous savez, nous sommes dans une zone géopolitique et géostratégique extrêmement sensible, traversée aujourd'hui par comme ce qu'on a vu aujourd'hui au Mali, traversée par l'insécurité et le terrorisme et si vous voulez, tous les dangers de tous bords. En particulier, le manque en fait, de projets de société qui permettraient à ce que notre pays puisse sortir de cette situation. Alors, c'est à ce titre, pour ceux qui ont eu à lire ce document et qui ont dû certainement voir quelques bribes, certainement sur Internet, en tout cas sur les forums, sur cette situation que nous devions aujourd'hui en débattre. Alors, à ce titre, je ne vais pas être très long, je laisserai donc tout à l'heure à la salle de pouvoir amener sa contribution, mais également de poser des questions si c'est nécessaire et nous y répondrons volontiers. Voilà en gros, donc c'était pour dire que cette situation ne pouvait pas rester en l'état et on avait obligatoirement, comme je disais tout à l'heure, le glas pour l'éclatement de notre pays. Alors, nous appelons tous à ce que cette initiative soit soutenue, qu'elle soit débattue, qu'elle soit vulgarisée, pour qu'il y ait un vrai sursaut de devoir patriotique, politique, qui nous impose de refuser l'instabilité qui est en train de se poser, qui est en train de se perpétuer dans notre pays. Voilà donc, chers amis et chers camarades, donc les débats sont ouverts. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir débattre et d'exprimer. Si certains d'entre vous ont des zones d'ombre, nous sommes disposés à répondre. Voilà, et je vous remercie. Voilà, donc je dis qu'il y a un problème de fond qui traverse l'Afrique d'une façon générale et en Mauritanie en particulier. Après des années de militantisme, j'ai compris quelque chose. L'Afrique souffre d'un problème d'inconscience. Et l'activisme politique que j'ai analysé pendant un certain nombre de temps me laisse un peu désespéré. Parce que j'ai l'impression qu'on milite pour se faire voir, pour faire de l'amateurisme, ou pour arriver en poste, ou pour arriver au pouvoir. Alors que la situation de l'Afrique est tellement urgente qu'il y a des... J'ai honte de voir ce qui se passe au Mali, alors qu'il y en a parlé il y a des dizaines d'années avec des amis maliens. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de la médiocrité et de l'imbécilité. Tant qu'on est dans les petites réunions, la petite gesticulation, on n'avancera rien. J'ai lu le document, bon, je ne peux être que d'accord sur beaucoup de choses. Là, il faut sortir l'économie, le développement, la solidarité, etc. On peut parler. Mais moi, là où je suis très sceptique, c'est cette inconscience qui traverse nos sociétés. Par rapport à cette journée, tout d'abord, je salue tout le monde, chacun son nom. Je salue particulièrement Degana Ousmane, ici présent, qui a répondu à l'appel de la coordination. Degana Ousmane, je vous le présente, si vous ne le connaissez pas. C'est un grand homme, pas de taille, c'est qu'il est là. Je ne sais pas quel titre, parce qu'il a plusieurs casquettes. Et il a toujours œuvré pour le développement. Et il continue à œuvrer pour le développement, pour la culture, pour l'unité. Donc, merci d'être venu. Par rapport à ce que vient de dire Kara, aujourd'hui, on n'est pas entre maître et professeur, et je crois qu'une occasion nous est offerte pour discuter ensemble et changer. Il ne faut pas que les Mauritaniens restent debout comme deux murs qui se regardent. Si on ne se parle pas, si on ne mène pas un combat d'idées,
on ne peut pas avancer. Cette Mauritanie qui nous est chère, on ne peut pas avancer si on ne peut pas aller vers le changement si on ne débat pas, si on ne change pas. Je prends l'exemple du recensement aujourd'hui. L'initiative de Messoud va dans ce sens pour que chaque Mauritanien se sente Mauritanien, pour que chaque Mauritanien soit considéré par les autorités, par nous-mêmes en tant que Mauritaniens, pour que nous allons ensemble, que nous développons la Mauritanie ensemble, pour qu'il n'y ait plus de rejet, parce que la Mauritanie, on est petit par sa superficie, mais on a une certaine valeur, on ne les a pas exploitées. On sait que la Mauritanie est multinationale. Il y a des Noirs, il y a des Blancs. Donc, quand on regarde l'initiative va pour que les Mauritaniens, quand ils se regardent en tant que Mauritaniens, ils ne se regardent pas parce qu'il est tel ou telle couleur. L'initiative va dans ce sens. La crise existe. Comment combattre, sortir de cette crise si on ne discute pas? Donc la réunion d'aujourd'hui consiste à cela. Bon, nous voulons une réunion de qualité que de quantité. Je sais que les têtes qui sont là aujourd'hui, on peut trouver une solution ensemble pour que chacun de nous soit le porte-parole de la Mauritanie, pas d'un parti, de la Mauritanie tout entière, pour qu'on trouve des solutions ensemble aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que je viens de dire. Merci. Je m'appelle Amanatullah Ahmed, je suis mauritanien résident en France depuis pas mal de temps déjà. Moi je voulais vous remercier pour cette initiative qui permettra, j'espère, nous permettra en tout cas de mieux connaître cette initiative et de prendre éventuellement l'ébauche d'une solution qui pourrait venir. Et j'ai justement une question d'actualité. Aujourd'hui, c'est comment est la réponse des forces politiques, de position et de majorité à cette initiative. Est-ce que déjà, je sais qu'on est au stade, qu'on est au début, mais c'est déjà quel accueil a été déjà retenu? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ça? Mais surtout, je pense que le plus important, c'est de se définir comme Mauritanien, parce que je pense que c'est ça qui fait notre point commun ici aujourd'hui. Baba, tu disais tout à l'heure dans ton intervention que les Mauritaniens sont occupés, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'avais voulu, enfin les week-ends, j'avais voulu être là à 3h parce que j'ai bien vu que la réunion était à 3h, mais malheureusement, vous avez vu que je suis arrivé que maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait malheureusement, une fois par mois, et c'est tombé le 23 février comme aujourd'hui, dans le cadre associatif, une rencontre, une fois par mois, pour présenter les condoléances pour tous les décès qui ont eu lieu à Kaïdi. Donc c'était aujourd'hui, c'était quand même mal à propos pour moi de ne pas m'y trouver. Et c'est vrai que j'ai le dos très gros, mais il y a des choses quand même que par rapport à la communauté, on ne peut pas se permettre de... Donc j'en viens. Et j'avoue d'ailleurs que j'ai présenté mes condoléances et je suis venu et j'ai laissé là-bas les gens sur place parce que je ne souhaitais pas rater non plus cette rencontre. Bon, je pense que moi, comme d'autres personnes, bon, les samedis, malheureusement, ce sont des journées où on a des choses à faire, mais il faut quand même des trucs comme ça, il faut le faire. Je pense que même si on est 4, 5, 10, 15, 20 personnes, comme à des célibats, c'est la qualité plutôt que la quantité. Donc, je pense que des réunions de ce genre, c'est important de les tenir. Bon, à titre personnel, je voudrais quand même vous encourager à titre personnel pour cette initiative, parce que moi, tout ce qui va dans le sens du renforcement et de la consolidation de l'unité nationale, puisque je vois quand même le terme, à chaque fois que je vois unité du pays, ça me va. Bon, le reste, sécurité, confiance, développement économique, cohésion sociale, bon, ça dépend ce qu'on entend par ça, mais unité du pays, ça c'est quelque chose qui me parle et à laquelle j'adhère beaucoup. Ça c'est un. Et deuxièmement, à titre personnel également, je considère que dans un pays où il y a autant de contradictions, autant de différences, autant de querelles, autant de conflits entre les uns et les autres,
c'est important que de temps en temps, quelques personnes émergent pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se parler. Parce que je pense que dans cette Mauritanie qui est nôtre, les convictions, les points de vue sont différents depuis des lustres, mais il est important qu'effectivement on puisse échanger, que l'on puisse discuter. On ne sera pas toujours d'accord, vous le verrez. Bon, là je fais juste une introduction, mais peut-être après vous verrez, dans les échanges et dans la discussion, on ne sera pas toujours d'accord. Mais je crois que c'est important quand même si on n'est pas d'accord, d'échanger, de se donner des points de vue là-dessus. Je pense que plus tard, j'aurai l'occasion d'intervenir. Peut-être là, c'est juste pour une introduction. Et je voudrais juste terminer pour l'instant dans cette introduction pour dire que, bon, Céliba a demandé à quel titre je suis là, donc je l'ai dit à titre de Mauritanien. Évidemment, je suis aussi responsable politique d'un parti qui ne m'a pas envoyé, j'ai été honnête avec vous, parce que bon, je n'en ai pas parlé. Mais je ne pense pas qu'Ibrahima Sarr, quand il saura que je suis là aujourd'hui, m'en voudra pour une raison simple, c'est que lui-même, il a appelé les gens à soutenir cette initiative. Donc quand un président d'un parti politique appelle ses militants ou appelle même les Mauritaniens à soutenir l'initiative, quand un responsable de son parti vient à cette réunion-là, même si ce n'est pas lui qui l'a envoyé, donc je ne pense pas qu'il le prendrait mal. Dernière chose, c'est qu'également, non seulement je sais qu'il a salué cette initiative-là, et qu'au sein même des militants de la JDMR, donc il fait en sorte de populariser l'idée, parce que bon, nous aussi, c'est vrai que tout ce qui concerne aussi à la consolidation, à la réunification des Mauritaniens, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Et je pense aussi, pour finir, hein, donc vous savez quand même que, je ne sais pas toi ou à Céliba que je vais dire, je pense que Ibrahima Sarr et Messoud, bon, je pense que ils ont quand même un parcours ensemble depuis un certain temps, donc c'est normal quelque part aussi que je sois là, en tant que Mauritanien, en tant que JDMR, mais également tout simplement en tant que quelqu'un soucieux de l'avancement de notre pays par le biais du dialogue. Voilà, merci. Alors, pour répondre à l'interrogation de Diagne Oumar par rapport à l'inconscience, je pense qu'aujourd'hui, l'inconscience des Africains, comme vous dites, ou des Mauritaniens en particulier, il faudrait en fait que ce soit les intellectuels, les partis politiques et la société civile à qui revient en tout cas cette conscientisation, si le mot encore a du sens. C'est à eux de pouvoir faire l'effort, d'aller vers les populations, les citoyens mauritaniens, ici ou ailleurs, africains, de façon générale. C'est à ceux-là qui sont aujourd'hui interpellés par la situation que vit l'Afrique, d'une façon générale, et en particulier la Mauritanie. Et cette situation-là, de l'inconscience de nos populations, parce que tout simplement, il n'y a pas un État qui permet, avec un projet de société fort, qui va permettre à ce qu'il y ait une conscientisation. C'est-à-dire, cette conscientisation doit passer d'abord par un élément fondamental, qui est d'abord l'école. L'école, qui est que l'État soit un État fort, dans le sens, pas dans le sens répressif du terme, non, mais plutôt un État qui est à l'écoute des citoyens, pour permettre l'émergence de la citoyenneté. Et c'est ça qui manque chez nous. Qu'il y ait une égalité, qu'il y ait une justice, qu'il y ait tout simplement la démocratie. Mais en même temps, qu'il y ait un développement économique et un développement aussi, pour qu'il y ait ce développement-là, il faut qu'on s'intéresse au territoire. Quand on doit s'intéresser au territoire, ça veut dire qu'on doit repenser l'aménagement du territoire en Mauritanie. Et vous voyez bien, si nous prenons que la configuration de notre pays, qui n'est pas un petit pays, mais un immense pays, avec énormément de potentialités, qui est, il est vrai, n'est pas très peuplé, et il y a donc tous les ingrédients qui permettent l'émergence d'un pays comme le nôtre, qui se trouve dans un espace géostratégique extrêmement important. Je ne dirais pas l'union, le trait d'union comme le dit Mokhtar Dada, je dirais plutôt la jonction entre deux espaces, ou plusieurs espaces, entre celui de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Maghreb, mais aussi l'Europe. Nous sommes à 2 pas de l'Europe, voyez-vous. Et nous avons un immense, si vous voulez, boulevard, qui est un immense espace, qui est l'océan, ce qui nous permettrait, qui devrait permettre à notre pays de pouvoir être encore beaucoup plus, davantage ouvert sur le monde, l'océan Atlantique. Donc, tous ces éléments-là réunis, avec ce que nous avons comme cadre et intellectuel,
devrait permettre à l'État de mettre en place quelque chose qui tient la route. Mais malheureusement, tous les pouvoirs successifs, de l'indépendance à nos jours, pour ne nommer personne, il n'y a pas eu cela. Au contraire, nous voyons de plus en plus qu'il y a une régression. Donc, et c'est pourquoi nous sommes tous interpellés. Nous qui sommes ici, mais aussi ceux-là qui sont en Afrique. Et c'est ça qui va permettre à ce qu'il y ait l'émergence. Cette émergence démocratique, qui ne doit venir nulle part d'ailleurs, elle ne va ni venir de la France, elle ne va ni venir de l'Europe, elle ne va pas venir de l'Amérique, elle ne va pas venir d'ailleurs, elle ne va pas tomber du ciel. C'est nous et nous seuls. Donc il faudrait que nous soyons, que nous-mêmes, nous prenions conscience que nous avons un devoir, que nous devrions nous mobiliser, et c'est à ce titre, et c'est seulement à ce titre que nous pouvons sortir de la situation dans laquelle se trouve l'Afrique, mais aussi se trouve la Mauritanie. Alors, je crois avoir répondu donc à cette question. Quant à l'autre question, celle de Amanatullah, la position des partis politiques. Alors, à ce jour, à l'heure où je vous parle, tous les partis politiques en Mauritanie, je dis bien tous sans exception, ont reçu ce document-là, bien avant d'ailleurs son lancement, sa vulgarisation officielle, parce que Mas'oud a eu à le faire pour ce document-là, son initiative, le 13, donc je disais le lundi 13 février 2013, et tous ont répondu présent en nombre, et il n'y a pas que seulement ces partis-là, parce que quand on voit l'afflux immense, massif, des populations qui sont, comme on dirait, apolitiques, entre guillemets, au palais des congrès, au lieu où a eu lieu ce débat-là, on voit à quel point tout le monde, aujourd'hui, je dis tout le monde, la majeure partie des citoyens mauritaniens sont à l'écoute du cheminement de cette initiative, mais aussi ça démontre à quel point ils soutiennent cette initiative. Et qu'ils en ont marre, que les Mauritaniens en ont marre d'être à la merci des prix entre les morts d'un étau. Je ne sais pas si ceux qui connaissent ce qu'est un étau. Donc, si vous voulez, entre l'étau du pouvoir et, je dirais, comme l'a dit Khan Hamidou Baba, des agitateurs professionnels. Généralement, on voit toujours pratiquement les mêmes, on mélange les 32 cartes et on reprend et c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, les citoyens mauritaniens, ce qu'ils veulent, ils veulent autre chose. Et je pense que l'initiative de Mas'oud apporte par sa clarté, du diagnostic qu'il en a fait de la situation de notre pays, que chacun de nous doit mettre de côté son ego pour pouvoir mettre en avant l'avenir de la Mauritanie. Cette Mauritanie que lui appelle la Mauritanie d'abord, avant nos intérêts personnels, qui sont vraiment des intérêts humains, que chacun de nous lui arrive de pouvoir vouloir ça pour moi que plutôt pour l'autre. Et ça, c'est dans la nature humaine. Alors, c'est dire que non seulement il y a les partis politiques, mais c'est pour la première fois qu'un homme politique demande à ce que la société civile soit impliquée pour pouvoir amener beaucoup plus de sens à nos relations de partenariat en tant qu'homme politique, mais aussi de jouer un rôle central dans le cheminement de notre pays. Et sans ce facteur important qui est la société civile, qu'elle puisse servir de médiateur, et servir aussi de référent par rapport aux la différence des objets, de l'objectif ou de l'objet de ces associations, permettre un mieux vivre ensemble, de s'écouter, de se parler, effectivement, même si nous sommes divergents, comme l'a dit Sidi Bat tout à l'heure, mais l'important c'est que nous puissions nous parler. Et d'ailleurs, dans l'adage, je parlerai ici en pulaar, un adage en pulaar qui dit « Korenda ma fetch ». Ce qui nous appartient, nous devrions le diviser. Et pour pouvoir le partager, comme le disent les pulaar, pour que nous fêtions, pour que les gens puissent le partager, il est important et il est significatif que nous puissions nous parler. De pouvoir nous parler, et quitte d'ailleurs à nous entendre que nous ne sommes pas entendus. Déjà, cette écoute qui est dans notre tradition, qui est séculaire,
doit aujourd'hui nous permettre de pouvoir nous dépasser. Je pense que c'est ce qu'a voulu apporter Mas'oud dans ce document qui est extrêmement fourni, qui est également étayé, qui aujourd'hui soutenu, je dis bien, par des élus locaux, y compris l'ensemble, hein, je dirais, la Fédération nationale des maires de Mauritanie. C'est-à-dire que toutes tendances confondues, que ce soit les maires de la coordination de l'opposition, que celui de la CAP, Convergence pour une alternance pacifique, mais aussi ceux du pouvoir, en particulier la majorité qu'on appelle ici aujourd'hui communément la majorité présidentielle, que ce soit des partis comme l'UPR, les anciens du PRDS, mais aussi d'autres partis comme le MPR, comme la JD, même s'ils n'ont pas d'élus, effectivement, et là je salue Ousmane Diagana, qui effectivement est un camarade, un concitoyen, qui a toujours été présent. Je sais que sur certains points, à des moments donnés, en ce qui nous concerne, nous, APP, ou à l'époque, quand nous étions encore AC, il y a des points de divergence, mais ça ne nous a jamais empêché de pouvoir nous rencontrer et d'en discuter. Et c'est ça que, en fait, c'est l'élément central que nous puissions, nous, Mauritaniens, nous parler. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos contingences, que également nous puissions pointer du doigt que nous sommes aujourd'hui tenus pour préserver ce territoire, tenus pour préserver surtout l'unité de ce pays, qui en fait il n'y a pas de séparation entre blanc et noir. En tout cas moi je ne la connais pas. Je ne la connais pas ni à Bogué, je ne la connais pas non plus à Kaïdi, Diagana et de Kaïdi, je ne la connais pas également au Guidimaka. Vous êtes tous, certains d'entre vous ici sont du Guidimaka, mais aussi du Trarza, que ce soit à Rosso, si on voit Tekan, dont Omar est de cette région, donc du Trarza, mais aussi à Nouadhibou, à Zouerat, un peu partout, et on voit également qu'il y a un brassage. Moi je dirais qu'en Mauritanie, il y a un problème de gouvernance. Et cette malgouvernance ne date pas d'aujourd'hui. Il y a la conséquence de l'indépendance, comment ils ont été octroyés en Afrique, mais également l'indépendance des pouvoirs qui se sont succédés au sein de notre territoire, au sein de la Mauritanie, le premier gouvernement de Mokhtar, comment il a été constitué, les militaires quand ils sont venus, mais aussi l'émergence aujourd'hui d'une société civile, de l'individu. Aujourd'hui, l'individu n'est plus circonscrit dans la tribu, et ça il faut aujourd'hui, ou dans le quartier, ou dans les espaces communautaires, où on a un pied dans la communauté, mais on a un pied aussi en dehors. Et donc, ce va-et-vient fait qu'il y a aujourd'hui de nouvelles aspirations, celle de se prendre en charge, d'être un citoyen libre et réfléchir par soi et ni par le groupe. Et c'est ça, en fait, qui fait apparaître aujourd'hui, qui doit nous interpeller, qui doit permettre à ce que nous puissions justement, effectivement, faire en sorte que ce document que nous avons ici puisse être un élément, un livre de chevet, comme diraient certains, mais moi je dirais plutôt ktab, comment on appelle ça en poulard, encore en wolof, c'est que ce document-là comme un talisman près du cœur, et donc nous devrions en fait le prendre en charge et de se l'approprier, que ce ne soit pas seulement l'initiative de Mas'oud, mais aussi l'initiative de chaque Mauritanien. Parce qu'il y va de notre survie, il y va de notre vie à nous-mêmes et de la pérennité de ce pays et la pérennité des populations pour lesquelles certains, même s'ils vivent ici, je sais que chacun de nous ici qui travaille, en tout cas tous les émigrés, que ce n'est pas seulement effectivement ceux des Mauritaniens, les émigrés du monde pensent toujours d'où ils viennent. Et nous, ceux auxquels nous sommes aujourd'hui très attachés, c'est celui de ce pays qui est la Mauritanie. Et nous devrons le préserver. Et je pense que là, nous avons des éléments instructifs qui nous permettent de pouvoir sortir de cette situation. Alors, Bahirou disait que la coordination, ça n'est prise un peu tard ou pas comme il faut par rapport à un certain nombre d'éléments que je souscris avec lui, mais vous voyez bien que la coordination a vu très grand. Quand on voit cette salle prise pour plus de 100 personnes, c'est que nous voyons très grand. Et bien sûr, nous avons toujours à l'esprit
que nos compatriotes ici sont pris par des responsabilités, sont pris par des obligations, et souvent certaines de leurs obligations, ils ne peuvent les faire que le samedi ou le dimanche ou après les heures de travail. C'est ça la France, c'est ça l'émigré, mais nous, au-delà de la présence massive, au-delà des obligations de nos compatriotes que nous connaissons, auxquelles nous souscrivons, parce que nous participons nous aussi, en tant qu'homme politique ou en tant que membre d'une association, nous sommes tenus de souscrire à un certain nombre de choses. Mais l'élément important pour nous, c'est qu'au-delà du nombre, il fallait que nous puissions marquer le coup. Parce que, comme vous savez, cette initiative ne date pas d'hier, elle datait bien avant, bientôt une année, je peux vous le confirmer, d'une année, que Mesroud se penche ou s'est penché sur un élément qui permettrait à ce que l'on puisse dépasser les clivages. Et d'ailleurs, quand il y a eu le dialogue, si vous voulez, le premier dialogue fait avec les partis de la CAP, je disais tout à l'heure, la convergence pour une alternance pacifique, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été approuvés, concrets. On a eu à traiter le problème de l'esclavage, on a eu à traiter le problème des terres, le problème de retour des déportés et la résolution surtout du passif humanitaire, quand bien même il y a un certain nombre d'éléments qui ont été faits, mais que des actes ont été posés pendant ce dialogue. Mais un autre élément extrêmement important qui a été posé, qu'il faudrait aujourd'hui que nous puissions, et qui est d'ailleurs intégré dans ce document, c'est que les coups d'État ne seront plus acceptés dans les documents. Ça, c'est un élément concret. Mais que, aussi, comme disent généralement les Mauritaniens, le nomadisme politique aussi n'est plus admis. Et qu'il faudrait que nous puissions aller vers d'autres perspectives. Mais il faut le reconnaître, ça n'a pas eu en tout cas l'effet souhaité par la CAP, parce que le pouvoir n'a pas fait un certain nombre de choses qui devraient permettre à ce que ceux sur lesquels le pouvoir et la CAP ont eu à souscrire n'ont pas mis les actes qu'il faut, et que ce soit plus lisible, qu'il soit plus visible pour les Mauritaniens. Et ça, dans ce document, le président Mesroud l'exprime clairement, ceux qui ont eu à le lire l'expriment clairement, et au-delà de ce dialogue qui a eu lieu, Mesroud en appelle à un autre, celui qui touche à notre sensibilité, qui touche à notre survie, qui touche à notre devoir de patriote, qui touche à notre devoir si vous voulez, de musulman, ce qui touche à notre devoir de militant. Donc, tout simplement, à celui d'être humain, pour que nous puissions comprendre que cette situation ne pourrait pas perdurer. Et des exemples sont nombreux autour de nous, que ce soit le Mali, que ce soit la Libye, que aussi, il faut que nos compatriotes comprennent que la Mauritanie, ce n'est pas la Libye, que la Mauritanie, ce n'est pas la Syrie, que la Mauritanie, ce n'est pas l'Égypte, et que nous avons d'autres préoccupations qui dépassent en fait cette image du chaos, et c'est sur cela que Mesroud interpelle les Mauritaniens. Et bien entendu, surtout que lui, en tant qu'homme politique, il essaye de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Je pense que ce document-là apporte énormément d'éléments. Donc, le pourquoi donc de le faire aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas, nous, coordination du parti, ne pas marquer le coup. Il était important pour nous qu'ayant fait cette intervention donc, au Palais des Congrès, que nous ne pouvons pas laisser le temps passer et un mois après dire voilà, nous allons faire telle ou telle chose par rapport à ce qui a été fait il y a bientôt une dizaine de jours, d'autant que nous savons et nous avons eu des échos que l'ensemble de la société mauritanienne, la société mauritanienne de façon générale, approuve cette démarche. Elle veut faire à ce qu'il y ait, qu'elle mette pression sur les hommes politiques de Mauritanie, mais aussi sur le pouvoir, sur le président Aziz, pour lui dire que cette situation-là ne peut pas continuer.
que nous ne pouvons pas continuer à ce que des pans entiers aujourd'hui de nos populations soient exclus du jeu politique, qu'elles soient exclues du développement économique, qu'elles soient exclues de la cohésion, qu'elles soient exclues de la stabilité, de l'insécurité, donc tout simplement de droit de vivre. Tout ceci donc interpelle et il y a un questionnement positif, je dirais, positif qui fait en sorte aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, des partis comme la JD, des partis de RD, du MPR, de l'UPR, aussi de la COD, qui aujourd'hui, il faut savoir que la COD aussi, quand on parle d'elle, ce n'est pas des éléments compacts, chacun a sa stratégie, a sa tactique pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et donc, tous, je dis bien, pour ne pas me répéter, tous ont souscrit à cette démarche. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous de pouvoir faire en sorte, si vous voulez, de les bousculer, de faire en sorte qu'ils dépassent leur ego, qu'ils dépassent ce moi au pouvoir, sinon rien, il faudrait que nous puissions le dépasser. Parce que si nous ne le faisons pas, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une zone extrêmement sensible, par d'abord l'insécurité, le terrorisme, qui lui prend racine justement sur la paupérisation. Parce que quand on voit les quartiers aujourd'hui de Nouakchott, on dit qu'il y a l'insécurité. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de perspective. Si quelqu'un vole, c'est parce qu'il n'a pas de travail. Je considère qu'il n'a pas de travail. Si quelqu'un s'adonne à la drogue ou à la prostitution, mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de perspective. Je pense sincèrement que si nous donnons l'occasion, si l'occasion est donnée à nos compatriotes de pouvoir travailler, de pouvoir se soigner, de pouvoir avoir une écoute quand il soumet un problème, qu'il y ait une justice, qu'il y ait un État, les fonctions publiques ou l'administration publique puisse écouter pour être attentive aux préoccupations de nos concitoyens, je pense que sincèrement nous pouvons le dépasser. Mais à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, cette zone dans laquelle nous vivons, elle est extrêmement sensible. Quand on voit le Sénégal, il n'y a pas de stabilité, parce que tout le monde sait que depuis plus de 40 ans, ou même plus, il y a le problème casamancé. En plus, à côté, aujourd'hui, il y a une zone, que ce soit la Guinée-Bissau ou la Guinée, ex-Guinée-Conakry, c'est encore instable. Un peu plus haut, la Côte d'Ivoire, c'est encore instable. Le Mali, je n'ai pas besoin de faire la photo. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. L'Algérie non plus, qui est un pays limitrophe, il n'y a pas de stabilité politique parce que ce sont ces mêmes terroristes, ces mêmes éléments qui, fuyant en fait l'armée algérienne, ont trouvé refuge au Mali. Mais en Libye, on voit ce qui est arrivé. Un peu plus haut, l'Égypte qui est limitrophe à la Libye, on voit ce qui s'y passe. La Syrie encore plus loin, mais on voit aussi au Yémen. Mais on peut voir la Corne de l'Afrique. Mais le Niger. Donc, nous sommes dans une zone de turbulence. Et c'est seulement à nous, quand je dis nous, seulement à nous, Mauritaniens, qui avons, depuis des temps immémoriaux, qui à surgir, à bâtir des éléments historiques extrêmement importants, tels que l'Empire du Ghana, pour ne parler que de celui-là, un des plus importants du monde. Et d'ailleurs, c'est le déclin de l'Empire du Ghana qui a permis d'ailleurs l'émergence de celui du Mali. Si nous parlons de celui des Morabitoun, qui eux sont islamisés avec des populations négro-africaines et arabo-berbères, ont pu conquérir le Maghreb, mais en même temps entrer en Europe pour bâtir plus tard l'Andalous et bien d'autres. Donc, les éléments important par rapport à notre histoire, par rapport à nous-mêmes, de pouvoir émerger enfin et surtout de pouvoir soutenir et de s'approprier, surtout s'approprier cet élément-là pour que nous puissions en faire le nôtre, pour que tout le monde puisse enfin s'asseoir autour d'une table, se parler, voir qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui pourrait nous réunir d'abord, qu'est-ce qui pourrait nous diviser, comment arriver à ce qui nous divise, à trouver des solutions. Et les solutions existent, parce que nous sommes quand même un pays très riche. Très riche parce que d'abord, nous avons un fleuve de 1700 ou plus kilomètres qui s'étend de Saint-Louis jusqu'à Caille, donc Diaguili est un peu plus loin. Nous avons, puis également
ces affluents de Koulikoro. Nous avons également une mer, une des plus poissonneuses au monde. Nous avons des gisements de fer, nous avons de l'or, nous avons de la bakélite, nous avons du gypse, mais nous avons des terres cultivables, mais surtout nous avons des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, nous savons tous que nous qui sommes ici, nous savons que la majeure partie de nos villages et de nos campements et de nos adouabs sont pratiquement aujourd'hui pris en charge. Les seuls aujourd'hui chefs de famille, ce sont les femmes chez nous. C'est les coopératives de femmes qui font un amas de choses, qui élèvent des enfants. Donc tous ces éléments-là montrent le dynamisme de notre société. Mais aussi, je pourrais parler de nos jeunes. Nous avons aujourd'hui énormément de jeunes qui sont pratiquement sans emploi parce que tout simplement, il n'y a pas de perspective par rapport à l'emploi. Tout le monde veut aller faire l'université, tout le monde veut faire informatique, tout le monde veut faire je sais quoi encore, alors que nous amenons de la main-d'œuvre où il y a de la main-d'œuvre étrangère, en tout cas qui est là, de nos compatriotes, de nos voisins qui sont là. Et là, vous comprendrez bien, ce n'est pas par xénophobie ou par racisme que je le dis, mais tout simplement, je dis que nous devrons orienter aujourd'hui vers la formation professionnelle, parce que nous avons besoin de maçons, et nous pouvons le faire. Nous avons besoin de soudeurs, et nous pouvons les faire. Nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin de tous les corps de métier, nous avons besoin de chauffeurs, nous avons besoin de tout. Donc, et un pays immense. Et cette immensité que nous avons, c'est à nous de la mettre en valeur. Et nous ne pouvons la mettre en valeur que lorsque nous puissions nous entendre. Et là, pour une fois, nous avons un élément là. Cet élément, c'est cette initiative qui fait une rétrospective, en tout cas qui fait un diagnostic de la situation du pays. Et à chaque élément, il y a des propositions. Et la proposition fondamentale, d'ailleurs dans ce document, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'aller vers des élections libres et transparentes. Et pour que nous puissions y arriver, une proposition d'un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas en fait, ce gouvernement, ce n'est pas pour que nous puissions nous partager des gâteaux, non. C'est pour que tout le monde soit impliqué. Pour une période donnée, nous allons faire ça, parce qu'en fait aujourd'hui, comme d'ailleurs l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le recensement. Le recensement, ça permet, au-delà de tout ce qui a été dit là-dessus, ça permet aussi de savoir, nous, Mauritaniens, nous sommes combien? Quels sont nos besoins? Et, bien entendu, les méthodes ou la façon dont ça se déroule, ça s'est déroulé, ne convient pas à tout le monde, parce que ça a été pris à la va-vite, d'une certaine manière, sans concertation, ça a impliqué certainement l'administration, ça a impliqué surtout beaucoup de structures qui auraient pu, avec l'expérience, prendre tous ces éléments en charge et associer la société civile et les formations politiques et surtout les personnes ressources. Parce que dans nos villages, il y a des personnes ressources qui savent qui est qui. Parce que chacun de nous, ou en tout cas dans certaines contrées, on peut compter, faire la généalogie de chaque individu. Et donc, les Mauritaniens ne tombent pas du ciel. Chacun, on sait qui est qui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand quelqu'un va en Mauritanie, il dit « moi je suis de telle ville », et tout de suite il pourra trouver un référent. Parce que Baba connaît celui de Kaïdi. S'il ne connaît pas, je connais quelqu'un de Kaïdi qui connaît quelqu'un de Néma. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que dans notre structure, il y a des éléments qui nous permettent un vivre ensemble. Et c'est à nous de pouvoir nous les approprier. Donc, encore une fois, pour nous, c'était surtout pour marquer le coup, pour que cette initiative ne passe pas inaperçue, et que plus tard, dans un mois, que nous puissions dire oui, nous allons faire ça. Mais je rassure le camarade Tahirou que ce ne sera pas la première, que ce ne sera pas la dernière. Nous allons avec les camarades ici présents, nous allons les renouveler. Nous allons même aller dans les foyers pour pouvoir l'expliquer. En Poula, en Soninké, en Hassania, en Wolof. Et nous allons bien sûr voir dans quelle mesure nous pourrions diffuser ce document-là pour qu'il soit à la portée de tout le monde, parce qu'il est important que ce document-là ne reste pas comme tant d'autres qui passent comme un coup de vent.
ce n'est pas, en tout cas, l'intérêt pour lequel le président Massoud a produit ce document. Voilà, je vous remercie. Oui, Alain. Monsieur. Et donc, je suis très heureux d'avoir été invité à cette présentation et à ce débat. J'avais une question dans la mesure où, si j'ai bien compris, il semblerait que le président Aziz actuellement est réservé par rapport à la question d'un gouvernement d'unité nationale. Mais j'avais noté aussi qu'il avait aussi une réserve par rapport à l'initiative de Messaoud il y a quelques mois. Et je me suis demandé si ce n'était pas lié au fait que Messaoud était lui-même très réservé par rapport à une intervention militaire franco-africaine. Je voulais savoir si, dans la situation d'aujourd'hui, comme Babak a parlé du terrorisme, et je pense que le narcoterrorisme est un des fléaux du monde, en même temps que la financiarisation tout à fait non démocratique. Pour moi, c'est les deux fléaux du monde qui concourent au risque majeur climatique et de risque de violence. Je voulais savoir si cette réserve par rapport à l'intervention militaire au Mali était derrière nous et si il y a bien une volonté de lutter contre le narcoterrorisme comme étant un élément, un facteur majeur de déstabilisation de l'Afrique en particulier, et du Sahel en particulier aussi. Donc ça, c'était ma première question. Deuxièmement, s'agissant des forces vives et les ressources vives de la Mauritanie, est-ce que on peut considérer qu'il y a un possible partage des richesses, notamment au niveau des terres, tu l'as évoqué, au niveau de l'accès à l'eau, mais aussi partage pour le pays des ressources minérales qui sont considérables. Bonjour à tout le monde, je suis M. Soumaria Dama. En fait, c'est pour D'accord. concernant les choses ce qu'il nous a dit, la Mauritanie d'abord. Du temps du premier gouvernement aujourd'hui, il y a une dizaine ou centaine de gouvernements. Il n'y a aucun gouvernement qui nous a montré qu'il est mauritanien. Parce qu'être mauritanien, c'est faire un devoir de citoyenneté de la Mauritanie. Mais la Mauritanie, avec toutes ces richesses qu'on a, l'auto-richesse qu'on a, on est le plus pauvre dans l'Afrique de l'Ouest. Je voulais savoir, mais si nous dit la Mauritanie d'abord. La Mauritanie d'abord, il y a du temps mortel à aujourd'hui. Moi, j'ai vu aucun gouvernement qui nous a montré que c'est des Mauritaniens. Depuis que je suis en France, parmi les premiers collectifs qu'on a créés ici, on a reçu Missoud, on a reçu Ahmed Dada. Moi, j'ai toujours mis l'accent sur la formation. Parce que je pense qu'on ne peut pas changer la situation de la Mauritanie telle qu'on fait la politique, telle que les Mauritaniens font de la politique. Parce que si on veut changer une société, on change d'abord les mentalités. Quelle est votre idée par rapport au travail? Il y a quelques années, que ce soit en Europe, on faisait le travail de la formation des masses. Et j'ai constaté que tout le monde était réticent sur ce point. Je me rappelle, à un moment donné, on avait même proposé de faire la formation des militaires, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'agissent, mais leur niveau est d'une faiblesse catastrophique. Ces gens, tu ne peux pas compter sur eux pour une Mauritanie de demain. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, voilà. Ma question, elle concerne la double nationalité. On sait tous aujourd'hui que la majeure partie des Mauritaniens vivant à l'étranger, surtout en France, ils ont une nationalité française. Donc, étant donné que la Mauritanie a besoin de l'unité, a besoin de ses citoyens, je souhaiterais savoir quelle est la position aujourd'hui
de l'Alliance populaire progressiste et surtout du Parlement mauritanien et de son président qui est Messou. Je vous remercie. Oui, donc là, la première intervention, c'était surtout pour vous remercier, mais là, je voudrais quand même apporter un petit complément à ce que tu viens de dire. Il y aura certainement des divergences, mais bon, ça c'est normal, je veux dire, dans un débat. Bon, ce document, j'aimerais bien l'avoir, parce que je sais qu'effectivement c'est diffusé. Là, sauf que je en connais quelques grandes lignes. Mais le document complet, je ne l'ai pas, mais je compte sur Célibat pour l'avoir, parce que d'habitude, il m'envoie les documents, donc sur ce point, il n'y a aucun souci. Alors, je vais seulement intervenir sur ce que tu as dit dans les réponses que tu as apportées aux uns et aux autres, pour essayer de me positionner d'abord à titre personnel et certainement aussi par rapport aux idées que je défends. Je pense que quand on est mauritanien, et surtout quand on sait d'où on vient, selon moi, on ne peut qu'adhérer à un compromis national. Selon moi. Sur la forme, on ne peut que adhérer. Selon moi, hein. Bon. Il y a des gens qui pensent qu'au contraire, il faut aller au clash, il faut aller au combat, il faut aller à la truc. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Mais moi, ça fait longtemps que... Alors, j'ai eu cette idée par le passé, mais ça fait très longtemps maintenant que je me suis fait une raison, parce que je crois de plus en plus aux vertus du dialogue, du compromis et de la discussion, que de l'affrontement. Donc, je pense que c'est salutaire et c'est sain et serein pour tout le monde. Alors, une fois que j'ai posé cela, il est important pour moi, lorsqu'on va dans un débat, dans une discussion où on parle de la Mauritanie d'abord, je vais poser tout de suite la question, qu'est-ce qu'on entend par la Mauritanie d'abord? Il y a quoi là-dedans? Dans cette Mauritanie d'abord, là par exemple, quand je lis un compromis national pour garantir la sécurité, la confiance, l'unité du pays, le développement économique, la cohésion. Alors, je ne poserai pas de questions parce que je n'ai pas joué au candide ou, comment dire, à quelqu'un qui feint de découvrir les choses. Quand un parti politique, un individu, un intellectuel ou un conférencier déroule son programme, en général, on met en avant ce qui nous paraît fondamental et on met en dernier ce qui nous paraît secondaire ou, on va dire, moins important. Donc moi, ici, quand je vois le compromis national pour garantir la sécurité, bon, la confiance, l'unité nationale en 3e position, en 4e position, le développement économique et la cohésion sociale en 5e position. Donc je te dis, dans ce compromis national, l'unité nationale vient en 3e position. Or, pour moi, ça devait arriver en 1re position. Pourquoi? Parce que le problème de la Mauritanie aujourd'hui, c'est d'abord un problème d'unité nationale, ce n'est pas un problème de sécurité. Ce n'est pas un problème de confiance. Quoique la confiance est liée quand même au problème de l'unité nationale, enfin de l'unité du pays, ce n'est pas même un problème de développement économique, parce qu'on sait que ce pays-là, quelqu'un l'a dit et il a absolument raison, nous sommes un petit pays qui regorge de suffisamment de ressources. Je dirais qu'à la limite aujourd'hui, la Mauritanie, parce que franchement, je pense que bon, tout celui qui est mauritanien, c'est quand même que de quoi est fait ce pays. Je crois que la Mauritanie, c'est un peu la Libye, ça pouvait être un peu la Libye. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui vient de découvrir le pétrole. Malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de ressources pour notre pays, mais quand même, on a un avantage, c'est que comme la Libye, nous ne sommes pas nombreux. S'il n'y avait pas de gabegie dans ce pays, si les ressources de ce pays étaient normalement, exploitées de façon la plus sereine, de la manière la plus intelligente, de la manière la plus efficace, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu faire comme Kadhafi a fait avec certaines de ses populations, c'est-à-dire, vous restez chez vous, on vous paye votre loyer, on vous nourrit tranquillement, seulement, il ne faut pas vous mêler de politique. Sauf que ça, on ne peut pas demander ça aux Mauritaniens, parce que les Mauritaniens sont des gens foncièrement du pied, enfin je veux dire de l'orteil aux cheveux, ce sont des gens qui sont politiques et Dieu merci que ça soit ainsi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la politique c'est l'art effectivement de faire des choses, de la réalité et par rapport à cette réalité-là, chacun a sa vision, son objectif, ses convictions. Donc moi je suis quand même un peu gêné, donc bien sûr comme je vous l'ai dit, je soutiens à titre personnel et mon parti également. Mais je suis quand même embêté parce que bon, c'est pas de la polémique, hein, mais vraiment, chacun aussi, et c'est ça qui fait nos différences naturellement. Chaque parti politique met en avant un programme, quelque chose qui lui paraît fondamental. Et moi, je suis convaincu. Ça ne veut pas dire que la cohésion sociale, ça ne m'intéresse pas, parce qu'effectivement, je suis un parti qui est plutôt un parti de gauche. Donc, un parti qui milite à gauche, forcément, la cohésion sociale, c'est quelque chose d'important pour ce parti-là.
Le développement économique, aucun individu censé ne peut vous dire moi je ne suis pas pour le développement économique. À la limite, je dirais ça c'est les points communs. Seulement, je suis convaincu d'une chose, je peux me tromper, et encore une fois qu'on m'entende bien. Je ne suis pas en train de dire que parce que je le pense, c'est la priorité. J'ai dit pour moi, militant politique, pour moi, Ousmane Diagana, pour moi, membre de la JDMR, pour moi qui ai connu ce pays avec ses clivages, avec ses divisions, avec ses querelles, avec tout ce que l'on connaît, surtout par rapport à cette histoire de déportation, cette histoire de passif humanitaire, je pense qu'aujourd'hui, et je ne doute pas une seconde, de la sincérité de l'APP, de la sincérité de Messoud pour régler le problème de l'unité nationale. Mais justement, si je me permets d'être là aujourd'hui, d'apporter un éclairage et d'apporter également, pas une contradiction, mais disons un autre son de cloche, c'est par rapport effectivement à la concordance des points que vous avez mis en avant. Moi, j'aurais été très content si on mettait en avant l'unité du pays, parce que je dis que l'unité nationale aujourd'hui, c'est celle-là qui nous empêche peut-être d'aller ensemble. Aujourd'hui, quand on nous explique en Mauritanie que les Mauritaniens doivent s'enrôler et que dans tous les pays du monde, on s'enrôle avec les papiers mauritaniens et qu'ici en France, on nous demande pour nous recenser d'apporter la preuve qu'on est en situation irrégulière, je dis bien, mais qu'on nous demande d'apporter une pièce d'identité française pour pouvoir se recenser en Mauritanie. Mais on marche sur la tête ou quoi? Mais c'est quoi ce pays où effectivement pour vérifier ta mauritanité ou pour justifier ta mauritanité, il faut Mais attendez, à quoi ça servir qu'on soit un pays indépendant? Si en plus aujourd'hui, c'est les papiers du colonisateur qu'on doit utiliser pour apporter la preuve de notre mauritanité. Alors ça, évidemment, ce n'est pas le but de mon intervention. Ce que je veux dire, c'est que, pourquoi je reviens toujours sur l'unité nationale, c'est que l'une des questions que j'ai posées quand je suis intervenu, j'ai dit, mais dis donc, je suis quand même embêté, moi, de voir ici dans cette salle, que des gens de couleur noire dans cette salle-là. De deux choses l'une, soit les organisateurs, et je ne pense pas que ça a été fait dans ce sens-là, soit les organisateurs ne se sont adressés qu'aux populations noires de Mauritanie, et connaissant les gens de l'ETMF, ça m'étonnerait. Deuxièmement, donc soit ils se sont adressés à cette communauté-là, soit, deuxième possibilité, les autres qui ne sont pas venus ne se sentent pas concernés par cette question d'enrôlement. Or, moi j'ai une faiblesse. La faiblesse que j'ai aujourd'hui, c'est de dire que, normalement, les conditions qui sont posées par Aziz aujourd'hui, elles ne sont pas dressées seulement contre une partie de la population, mais contre tout le peuple mauritanien. Parce que quand vous dites à des Mauritaniens qui ont aujourd'hui la double nationalité ou la triple nationalité, que pour se recenser, il faut absolument apporter une carte d'identité, enfin une carte de séjour. Mais tous les Mauritaniens qui sont double binational, il n'y en a pas que chez les Soninké, il n'y en a pas que chez les Alpolak, il n'y a pas que chez les Wolof, il y en a dans toutes les communautés, on a chez les Haratines, on a chez les Biran. Donc ça, tout le monde devrait se sentir concerné et se lever comme un seul homme pour combattre cette effectivement injustice-là qui ne concerne que les Mauritaniens de France. Et d'ailleurs, on se pose la question, pourquoi ça ne concerne que les Mauritaniens de France? Le problème ne s'oppose pas dans les autres pays. Bon, on me dira, peut-être dans les autres, il n'y a pas de carte de séjour, etc., etc. Mais il n'y a pas besoin de nous imposer cela ici, puisqu'effectivement, si c'est pour vérifier qu'on est bien résident en Mauritanie, enfin ici en France, on peut par d'autres biais le faire. Donc, je crois que cet exemple que je viens de donner, c'est également une illustration du problème de l'indignation dans ce pays. C'est-à-dire que quand un problème est... c'est ma vision, c'est ma perception, je peux me tromper. Quand un problème de ce genre est posé, au lieu que tous les Mauritaniens se sentent concernés, une partie se sent concernée, l'autre partie ne se sent pas concernée. Et ça, je trouve que c'est très dommage. C'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait l'occasion aujourd'hui pour magnifier l'unité nationale à travers les différentes composantes de la Mauritanie pour pouvoir combattre, au-delà d'une loi scélérate de 93, mais combattre à nouveau également une nouvelle forme qui est en train de nous menacer. Donc, chers amis, je suis d'accord avec la confiance, avec la sécurité, mais je les mettrai dans cet ordre-là. Donc, et encore, je suis quelqu'un de très démocrate, je ne pense pas que non plus d'ailleurs qu'il faille les mettre en première position, même si c'est ma conviction, parce que c'est notre mal aujourd'hui. Mais je finis quand même par une question. La question est la suivante. Le compromis national, bon, je pense que Messoud a fait ce qu'il fallait faire. Quand j'ai dit qu'il a fait ce qu'il a fait faire, parce que bon, avant cette réunion, il a fait quand même le tour de l'ensemble des, je dirais, l'ensemble des états-majors politiques. Il a été quasiment dans tous les, enfin, après rendez-vous avec tous les chefs de parti, de l'opposition, de la majorité, il a discuté avec eux, il a échangé. Bon, il est passé voir notre parti, ils ont discuté. Bon, c'est depuis que Ibrahim Sarr lui a dit qu'évidemment, il était pas trop sur l'idée.
Donc je pense qu'en amont, il a fait du bon boulot. Bon, maintenant, si des gens veulent l'accompagner, tant mieux. Si personne ne veut l'accompagner, bon, aussi, ça fait partie de la nature humaine. Mais j'ai quand même une question. Je dirais aujourd'hui, ce n'est pas, je crois, enfin, même s'il y a des gens au sein de la COD, la COD, qui sont réticents, toi-même tu l'as dit, lors de la réunion, non pas du 13, mais du 11, je crois que c'est le 11, non? Lundi 11. Pardon. Lundi 11, oui, parce que je disais le 13, oui, c'était le lundi 11. Voilà. Donc, lors de la fameuse réunion du lundi 11, il y avait énormément de gens. Première question. On sait que Aziz a une position, et Alain l'a dit tout à l'heure, a une position bifique mais raisin. En cours, on a le sentiment et l'impression que voilà, il va dans le même sens, il serait intéressé. Et en cours, on a l'impression qu'il n'est pas intéressé. Alors, est-ce que vous pouviez nous édifier sur la position de Aziz par rapport à cette feuille ce compromis national que Messoud a proposé? Ça, je vais parler maintenant de l'initiative Messoud et du problème stricto sensus mauritano-mauritanien qui est l'inquiétude qu'on a tous sur l'avenir de notre pays. Et sur pourquoi je trouve personnellement que l'initiative Mauritanie d'abord du président Messoud El-Kher est l'ultime chance pour ce pays. Elle est une ultime chance pour ce pays parce que les voix qu'on entend aujourd'hui, les voix audibles aujourd'hui qui crient fort, sont les voix de l'extrémisme de tous bords. Celles qui demandent beaucoup plus la dislocation de ce pays, que ce soit la menace géostratégique qu'est le terrorisme et son extrémisme violent, ou que ce soit aussi les autres extrémismes qu'on entend un peu partout d'ailleurs, des deux côtés, de l'opposition, du pouvoir, mais aussi de la société civile. Ceux des Mauritaniens qui écoutent aujourd'hui, ils ne peuvent entendre qu'un discours violent, qu'un discours qui appelle à la division, même s'il est habillé par une préoccupation de justice, de part et d'autre. J'en citerai deux qui sont très très partagés. Celui de Aziz Dégage de l'opposition, qui a été un échec cuisant, pas parce que ces tenants ne se sont pas mobilisés ou n'ont pas milité, mais parce que seulement ils n'avaient pas eu la force de faire ce qu'ils voulaient. Et cet échec-là doit être assumé aujourd'hui. Le second relent, de l'autre côté, très violent, c'est celui qui nie l'existence d'un malaise, l'existence d'une crise multiforme. C'est ou moi ou le déluge. Le slogan de ou moi ou le déluge, c'est bien le slogan des apôtres de la majorité qui, le premier d'entre eux, le général Mohamed Abdelaziz, l'exprimait ainsi, juste après le coup d'État du 6 juin 2008. Il disait, en termes très très clairs, le président Sidi allait mettre le pays en feu et en sang parce qu'il m'a démis avec mes collègues. Donc, les tenants de ces deux discours violents, c'est ceux qu'on entend le plus. Aujourd'hui, heureusement pour nous, heureusement je dirais pour la Mauritanie, il y a une autre voix qui émerge tout doucement, tout calmement, mais avec la détermination du convaincu, la détermination du prêcheur. Messoud El-Kher aujourd'hui appelle tous les Mauritaniens à se surpasser et entendre autre chose que la voix de la division, entendre autre chose que la voix de l'entêtement, et propose aux Mauritaniens une chance, une ultime chance. Je disais d'abord, je le répète aujourd'hui, c'est l'ultime chance pour qu'on demain on puisse se regarder entre Mauritaniens et dire nous sommes Mauritaniens. Cette chance, elle s'exprime en une initiative de sortie de crise. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle peut être perfectible, mais elle ne sera perfectible que si
elle est sur la table de négociation et si tous les Mauritaniens se réunissent sur cette initiative, l'améliorent et en sort quelque chose de bien pour l'avenir de ce pays. En l'absence de cela, j'ai un regret aujourd'hui qu'autour de nous, il n'y a pas autre chose que ceux qui appuient l'initiative. Il y a un seul parti qui d'ailleurs est la JDR, la JDMR qui est déjà soutien de l'initiative, mais on n'a pas eu la majorité, on n'a pas non plus eu l'opposition Aziz Dégage. Ils sont absents aujourd'hui, donc ma parole maintenant s'adresse à des Mauritaniens qui ne sont pas là. Je vais m'adresser à 3 ou 4 personnalités que je connais personnellement et qui sont des deux bords. Le premier d'entre eux, Ahmed Dada. Ahmed Dada, vous avez été président Ahmed Dada, un espoir de beaucoup de Mauritaniens dont je fais partie pendant une quinzaine d'années. Vous avez aussi continué à être un espoir pour beaucoup de Mauritaniens jusqu'à aujourd'hui. Tâchez écouter aujourd'hui cette voix de Mesroud qui vous appelle à vous surpasser et à considérer l'intérêt du pays avant votre intérêt personnel. Cette occasion qui s'offre à vous pour être sur une table avec tous vos détracteurs, mais aussi avec certains de vos soutiens pour que demain vous donnez à ce pays l'ultime service que vous pouvez lui rendre. Vous êtes doyen, très âgé. Dans quelques années, vous ne pouvez plus prétendre à la présidence parce que la constitution tripotée par l'actuel gouvernement ne vous permettra plus de servir ce pays, malheureusement peut-être, mais elle est là. C'est un handicap. Est-ce que vous pouvez écouter aujourd'hui cet appel de raison? Mauritanie d'abord, essayons de nous trouver sur un compromis qui puisse permettre aux Mauritaniens de choisir leurs dirigeants de demain, qui ne seront pas forcément vous, président Ahmed. À Mohamed El-Mouloud, président Mohamed El-Mouloud, je dirais, vous avez milité pendant plus de 40 ans, depuis que j'ai commencé à connaître le militantisme. Votre nom a été toujours un étendard pour tous ceux qui veulent militer pour la justice dans ce pays. Est-ce que vous pouvez vous dispenser de ce slogan pour s'asseoir autour d'une table avec celui que vous demandez à qui vous demandez de dégager sans coup férir? Je sais que vous pouvez vous pouvez écouter. Je sais aussi que vous appréciez tout compromis. Vous en avez déjà donné la preuve à Dakar. Est-ce que vous pouvez le refaire aujourd'hui? Je vous en serai reconnaissant. À mon ami, celui qui a le même âge que moi et qui aujourd'hui est président d'un parti de l'opposition, j'ai nommé le président Jamil Mansour. Est-ce que vous pouvez, président Jamil, vous asseoir avec Mesroud Ould-Belkhair, avec Ahmed Dada, avec Mohamed El-Mouloud et éventuellement avec Mohamed El-Abdelaziz pour sortir le pays de cette crise? Ce ne sont que vous trois là et Mohamed El-Abdelaziz qui prenaient en otage notre pays. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble? Je vous appelle de Paris à tous. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble pour donner aux Mauritaniens l'occasion de choisir ceux qui demain c'est
c'est ce que j'ai à vous dire. Au président Mohamed Abdelaziz, je dirais tout simplement, je n'ai pas de connaissances particulières avec vous, général, mais vous savez bien, votre expérience vous a donné l'occasion de voir que rien n'est éternel. Même puissant général, président, vous avez pu constater que ceux qui vous applaudissaient hier, vous adulaient hier, sont aujourd'hui vos pires ennemis, juste parce que vous ne les avez pas laissés faire ce qu'ils voulaient ou vous ne leur avez pas donné tout ce qu'ils voulaient. Est-ce que vous pouvez, mon général, donner l'occasion à tous les Mauritaniens de choisir ce qui présidera demain à leur destinée? Si vous le pouvez, vous aurez rendu le seul service de votre vie utile pour ce pays. Je vous remercie tous. Maintenant, je reviens à la salle. Cet appel, je l'adresse aux absents. Mais à vous, je dirais, est-ce que nous pouvions nous organiser à faire entendre cette voix dissonante des deux voix de l'extrémisme? Est-ce que nous pouvons nous investir pour faire entendre cette voix ailleurs qu'entre nous? Je vous remercie tous. Moi, je voulais juste dire que, écoutez, les noms que vient d'évoquer effectivement, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est en fait le facteur psychologique vraiment. Et dans mon confiance que vous mettez là en avant, si on le prend de ce côté-là, je pense qu'il mérite un premier. Ce n'est pas pour contredire Diagana, mais en fait, c'est une bouteille. En fait, la confiance aujourd'hui est quasi inexistante, voire il n'existe pas du tout entre ces personnes que Mohamed vient de lister. Les soucis n'ont pas seulement qu'elle n'existe pas, mais je pense qu'elle ne peut pas exister. Et en plus, il y a un facteur psychologique qui, à mon avis, il est très important. Donc aujourd'hui, il y a effectivement ce problème qui est vraiment majeur sur la voie de chaque solution. La seule chose qui peut débloquer les choses, c'est un facteur inattendu, extérieur ou autre. Et s'ils ont tous, j'espère qu'ils pensent au moins qu'ils l'ont, l'intérêt du pays, ce qui se passe dans la sous-région, je n'y reviens pas, tout le monde, certains ici l'ont bien expliqué. Je pense que c'est un facteur qui, à terme, peut-être pas à long terme, mais à moyen terme, voire à court terme, peut menacer l'existence même de la Mauritanie. Donc ça, j'espère que ça peut être un facteur qui peut débloquer la situation psychologiquement, parce que je pense que les contours du compromis, et cette initiative l'explique, les contours du compromis sont connus. Il y a effectivement le compromis à court terme, des élections libres et autres, et un partage de pouvoir en quelque sorte. Il y a le compromis à long terme, et ça, ouais, sur les questions importantes. Et ça, je pense que il y a quand même un consensus sur tout ce qui concerne l'unité nationale, l'esclavage, même les problèmes économiques ou autres, problèmes d'éducation. Une personne qui était là, qui est partie à parler effectivement de l'importance de l'éducation, de la valeur du travail, de la valeur même si je ne partage pas son terme d'éducation de masse, car ça renvoie à d'autres expériences malheureuses dans l'histoire. Mais voilà, ça c'est des questions à long terme. Je pense qu'il y a un consensus qui manque aujourd'hui, c'est l'outil politique qui concrétise ça. Moi, j'ai été dans pas mal de rencontres de Mauritaniens et autres. Je n'ai jamais entendu, j'ai toujours entendu les mêmes objectifs. Malheureusement, ce qui manque, c'est l'outil politique pour réaliser et pour mettre en œuvre ces solutions-là. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et je vais bien évidemment respecter la consigne d'Adolé et je vais m'arrêter ici. Où est-ce que vous mettez les partis politiques qui ne font pas partie de ces structures?
Nous, notre parti ne fait partie d'aucune de ces structures. Vous avez été jusqu'à... Oui, mais maintenant, nous ne faisons plus partie de la majorité. Vous êtes sorti après la diffusion de... Oui, mais enfin bon... Ils étaient majorité. Bon, bref, c'est une boutade. Je vais répondre. C'est une boutade. Ils étaient majorité. Attends. Non seulement c'est une boutade, mais en même temps, je parle de la JDMR. Alors, Mohamed Abba me dit, quand le document sortait, on était dans la majorité. D'abord, maintenant, on n'en fait plus partie. Bon, ça c'est un. Et deuxièmement, supposons même que, je ne parle pas pour la JDMR, mais il y a des partis qui ne font ni partie de la majorité présidentielle, ni de la COD, ni de la CAP. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont le droit quand même d'être, on va dire, éligibles à ces dialogues-là? Ça c'est la première chose. Et j'en profite parce qu'il est le micro d'un mot pour dire quand même que la question de la confiance, je suis d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, je pense que le problème de la confiance, ça fait longtemps, hein, c'est pas maintenant, le problème de la confiance entre les hommes politiques mauritaniens, je crois que c'est le gros problème en réalité. Franchement, c'est le gros problème. Ce n'est pas les problèmes de cohésion nationale, de développement économique, c'est qu'ils ne se font pas confiance, ils se trahissent systématiquement. Quand l'un dit quelque chose, l'autre dit le contraire parce que c'est l'un qui l'a dit, donc ce problème de confiance pose. Mais moi je ne vois pas le problème de la confiance à ce niveau-là. Parce que moi le problème de confiance entre les hommes politiques, je m'en tape, excusez-moi, je m'en tape complètement, c'est secondaire. Par contre, la confiance sur le plan politique, par rapport à un programme politique, par rapport à ce qu'on entend, et je finis là-dessus, tu m'excuseras, parce que j'aurais bien voulu qu'on ait suffisamment de temps pour discuter, parce que j'aime bien des débats comme ça entre nous, Mauritaniens, parce que ça permet d'aplanir, mais en même temps aussi d'échanger concrètement, positivement et profondément sur des questions. Imanallah, je suis d'accord avec M. L'Enfer, notamment par rapport à la confiance. Ils disent, et il a raison, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur l'unité nationale. Mais là où je suis en désaccord avec lui, ou là où je suis en désaccord avec beaucoup de gens, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'unité nationale? Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met dans le consensus de l'unité nationale? Certains vous diront aujourd'hui, par exemple, l'unité nationale, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est parce que pense Imanallah, parce que je pense que je le connais suffisamment, pour s'être battu pour les causes nobles, pour la défense des droits de l'homme, des minorités, pour ne pas penser qu'effectivement, il pense ainsi. Mais aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi dans la notion de consensus sur l'unité nationale. Pour certains, l'unité nationale, c'est un minimum. Pour d'autres, c'est un maximum. Pour d'autres, c'est le médian. Moi, je veux qu'au moins qu'on en arrive au médian. C'est-à-dire permettre effectivement à tous ceux qui sont en Mauritanie, victimes d'injustice, qu'ils puissent rentrer, quelle que soit leur origine, sociale, ethnique, culturelle, sexuelle, peu importe, qu'on puisse vraiment les mettre dans l'autre. Pour moi, ça, c'est la véritable unité nationale, constitution de l'unité nationale. Alors, tout de suite, les réserves de Ould Abdelaziz, par rapport à ce document, elles sont d'un seul ordre. Il a approuvé la totalité donc, de diagnostic, mais aussi de la déclinaison des solutions, sauf un point, celui du gouvernement d'union nationale, pour lequel il dit que c'est inapproprié que les gens attendent les élections municipales et législatives pour que, en ce temps-là, voir si une majorité s'est déclarée, il va voir. C'est-à-dire que, en fait, ça démontre à quel point aujourd'hui que nous, Mauritaniens, et nos partenaires, et les amis de la Mauritanie, devrions nous mobiliser pour amener aussi bien Ould Abdelaziz que l'ensemble des partenaires sociaux et politiques pour pouvoir à ce que cette feuille de route, cette initiative soit un élément, je dis bien un élément essentiel de ce vivre ensemble, de cette méthode autre du vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, sur tous les plans. Sur tous les plans pour que justement que tous les problèmes de la société soient posés, la société mauritanienne soit posée, débattue et nous puissions trouver ensemble une solution. Et je pense que là, tous les problèmes ont été posés, il faut aujourd'hui s'entendre sur les solutions. Je pense que c'est ça la réponse. Quant à la réserve de Mesroud vis-à-vis de l'action franco-africaine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Mesroud s'est exprimé pour dire que la Mauritanie doit, et il est de son devoir, de soutenir le peuple malien et des solutions appropriées
pour pouvoir que le Mali puisse recouvrer l'intégralité de son territoire. Je pense que c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Il ne s'est jamais exprimé contre l'intervention des forces africaines ou françaises ou autres. Au contraire, il a été le premier, avant même l'avancée des intégristes et des terroristes au Mali, pour dire que s'il y a un souci au Mali, que d'abord les Mauritaniens en premier, la classe politique, devrait constituer un groupe pour aller rencontrer les Maliens et essayer, en raison des affinités, en raison des liens de sang et de proximité, à ce que l'on puisse trouver des solutions. Et je pense, et là, pour tous ceux qui sont ici, ils peuvent se référer d'ailleurs à sa rencontre avec la télévision mauritanienne, s'est exprimé clairement, je dis bien clairement, dans cette rencontre. Je crois qu'ils appellent ça le hiwar à la télévision mauritanienne, pour entendre de vive voix M. s'exprimer sur cette question. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Pour ce qui est de la deuxième question, quant à la criminalité ou le narcotrafiquant en Afrique ou en Mauritanie, il est vrai que les premiers touchés au jour d'aujourd'hui, ce sont en fait les populations africaines, et en particulier, parce que nous parlons de la Mauritanie, c'est en particulier les Mauritaniens. Les Mauritaniens, par d'abord, c'est que la consommation commence à se faire extrêmement importante, mais aussi il y a des mules. Il y a aussi que quand les narcotrafiquants investissent ou s'investissent dans un pays, c'est que d'abord, qu'il n'y a plus de visibilité par rapport à l'investissement, c'est le blanchiment d'argent, et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup le savent, et là nous avons un ancien inspecteur général d'État qui est là parmi nous, qui sait qu'en Mauritanie, et vous le savez, des maisons qui poussent comme des champignons, des maisons qu'on ne peut même pas, des villas qu'on ne peut même pas trouver ici, des hommes qui hier étaient sans emploi, avec des voitures dernier cri, avec de l'argent qui est dépensé comme n'importe qui, comme n'importe quoi, ça ne permet pas effectivement à ce que nos populations, en particulier notre jeunesse, puissent se projeter pour pouvoir acquérir des ressources par la force du travail. Et en même temps, c'est aujourd'hui les narcotrafiquants sont une source d'instabilité. D'instabilité d'abord des États, mais d'instabilité de la société tout entière. Donc je pense que nous pensons que c'est nous qui sommes en avant, et parce qu'effectivement, les terroristes, les premières bombes humaines, c'est d'abord dans ces pays-là, et en particulier en Mauritanie, en tout cas dans la région sahélienne, les premières personnes qui sont explosées, ont essayé d'exploser pour en faire des références, ça a été en Mauritanie. Tous ici, vous vous rappelez des éléments qui ont voulu faire un attentat à l'ambassade de France, mais également aussi des étrangers qui ont été assassinés sur notre territoire. Donc je pense que c'est dire à quel point aussi que ces actes ont porté atteinte à l'économie de la Mauritanie. Et beaucoup savent qu'en Mauritanie, une partie de la Mauritanie jouit, en tout cas, ou bénéficie de son développement local, en particulier par le tourisme. Toute la zone nord, où il y avait à l'époque des sociétés de tourisme, des entreprises de tourisme mauritaniennes, avec des guides, avec des infrastructures, l'artisanat local, mais aussi l'hébergement, mais aussi l'échange tout court, ont été touchés gravement par cette situation. Donc vous voyez qu'en fait, ce dynamisme qui était créé dans nos sociétés, ou en particulier en tout cas de la Mauritanie, a été arrêté net par ces éléments de terrorisme. Et il est vrai que très souvent, les étrangers, ou les pays étrangers, en particulier l'Europe, en particulier la France, négocient avec les terroristes par des éléments qui, eux, ils le connaissent, en tout cas de référents locaux, des personnes ressources, négocient, et ce qui fait que ce genre de rapt et de créer une économie nouvelle.
Ce qui ne veut pas dire que non plus que ces pays-là, n'importe que la France, n'est pas touchée par le narcotrafic. Parce qu'en fait, le trafic de la drogue, il est vers l'Europe, en particulier vers la France. Bien entendu, les populations aussi, une partie de la population française, européenne, est aujourd'hui n'a de référent que ce genre d'idées qui n'ont rien à voir avec, en tout cas, celui de l'islam que nous connaissons. Voilà, je pense avoir apporté un certain nombre d'éclairages sur cette question. Alors, quant à M. Soumaré, nous a parlé de la Mauritanité. Mais il est vrai que la Mauritanité en elle-même aujourd'hui, tous les pouvoirs sont succédés, chacun en ce qui le concerne, nous a rabattu à tout moment et à tout bout de champ que voilà, qu'il est lui, le Mauritanien, qui va faire ci, qui va faire ça. Mais en réalité, nous n'avons pas vu grand-chose. Nous n'avons pas vu grand-chose. En tout cas, il faut dire, même s'il y a eu à un moment donné que le premier gouvernement de Mokhtar a posé un certain nombre de jalons, mais aussi il a été lui-même traversé par des contradictions internes, aussi bien donc dans ce pouvoir-là, mais il faut reconnaître qu'il a posé quand même des jalons dans un certain nombre d'éléments. Ou peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cet exode, il n'y avait pas aussi la démocratisation de l'école, il n'y avait pas beaucoup de lettrés chez nous. À l'indépendance, il n'y en avait pas du tout. Et il faut dire que nous pouvons reconnaître que Mokhtar a posé un certain nombre d'éléments. C'est ce que l'école, construction d'un certain nombre de villes. Et il était en train de pouvoir faire un certain nombre de choses, mais il a été traversé par des contradictions internes du pouvoir, mais aussi des Mauritaniens. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que l'on ne voudra pas me prendre moi comme étant un soutien de Mokhtar, parce que, avec modestie, hein, je l'ai dit. Je l'ai dit avec modestie, je ne suis pas là en train de me mettre en avant. J'ai été un membre des Kadéhi. J'ai fait la prison de Bella. Ce n'est pas du tout des galons, hein, mais je vous dis que je n'ai pas été du tout soutien de Mokhtar. Donc c'est juste pour dire que quand même il faut reconnaître qu'à l'époque, et c'est grâce à Mokhtar que certains ont été à l'école, dont moi je fais partie. Je le reconnais. Et j'ai été parmi, en tout cas à l'époque, un de ces opposants. Mais l'arrivée des militaires, ça a été le déclin. Parce que, en réalité, dans notre histoire, à l'époque, à l'indépendance, ne va dans l'armée que des durs à cuire, que des idiots, que des gens qui n'ont pas de perspective. Mais il est vrai qu'avec la guerre du Sahara, ça a permis à certains de pouvoir aller dans l'armée. Et bien entendu, ça a permis à beaucoup de citoyens aussi d'aller dans l'armée. Mais l'armée aussi a été un élément extrêmement important de prise de conscience de beaucoup. Pour ne parler que d'une frange importante de notre société, que ça a été celle des Haratines. L'armée a été un élément de conscientisation de ces éléments-là. Ne serait-ce que pour ne parler que de cela. Mais aussi de bien d'autres. Mais aussi de promotion sociale. Voilà. Alors, le Hadrami a posé la question de la double nationalité. Alors, il faut dire que dans les textes mauritaniens, c'est souvent très ambigu. Mais il est vrai que l'on pourrait se poser aujourd'hui la question, non seulement dans les textes, mais aussi dans la pratique. Parce que nous savons aujourd'hui que dans le gouvernement du président Abdelaziz, il y a des personnes qui sont de double nationalité. J'ai dit des personnes. Plusieurs personnes qui ont plusieurs nationalités. Je ne pourrais pas les nommer tous, mais on dit qu'il y en a qui ont une nationalité étrangère. Voilà. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, et d'ailleurs je crois que vous ne l'avez pas relevé tout à l'heure lorsque je parlais, c'est que le recensement, ce qu'on appelle aujourd'hui le recensement, tel qu'il a été mis en place, la procédure, ça n'a pas été du tout constaté avec la société civile ni avec les formations politiques. Ça a été une décision unilatérale du pouvoir, en particulier du président de la République, pour dire voilà, j'ai fait le recensement, point. Je le fais de telle manière. Il y a encore ce qui est paradoxal. C'est une première dans l'histoire d'un pays. Ça a été fait, en tout cas, il est mené, si je peux me permettre ici, il est mené et dirigé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'administration publique. Aucune. Alors que dans tous les pays du monde, c'est d'abord
les éléments de l'administration publique, en particulier du ministère de l'Intérieur, et de l'État civil, et avec les élus locaux qui devraient prendre cette situation-là et la faire, ou plutôt associer, même si c'est dirigé par eux, les associer avec pour la mise en place de ce recensement-là. Et d'ailleurs, la société civile non plus n'a pas été assurée. Et effectivement, nous avons vu à un moment donné des hommes connus, reconnus depuis des millénaires, des Mauritaniens, à qui on a refusé l'enrôlement. Et je sais, et vous le savez tous, le président Mesroud a eu à s'exprimer là-dessus. Il n'a pas été du tout tendre par rapport à cette question. Et ce qui est encore paradoxal, c'est que des Mauritaniens, dans leur représentation diplomatique, je dis à l'intérieur de leur représentation diplomatique, ils y entrent pour s'enrôler. On dit il faut nous présenter une carte, un document officiel d'une administration étrangère. Je ne l'ai jamais entendu, en tout cas moi, dans l'histoire. C'est la première fois. Alors, c'est dire encore une fois que c'est aux Mauritaniens de pouvoir créer un rapport de force favorable pour qu'un certain nombre de décisions qui se prennent à notre encontre et contre nous, que nous puissions les changer. Cette situation-là ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout concernés par cette situation. Et d'ailleurs, le président Mesroud en parle ici, en parle clairement, il en a parlé, mais c'est que il n'est pas au pouvoir. Ah oui, mais le Parlement, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas Mesroud qui dit faites ci, faites ça. Parce que le Parlement, on lui propose, il y a des propositions de loi, et donc, il entérine ou non. Et là, pour la double nationalité, je sais qu'il y a eu des propositions dans ce sens qui n'ont pas encore été invalidées. Donc, on attend j'espère que ça va se faire. Mais ça, vous parlez à moi, me poser une question à laquelle, sincèrement, je ne pourrais pas répondre. Moi, j'ai posé, comme vous êtes en relation avec j'ai posé la question, quelle est la position de Mesroud en tant que président? Alors, la position de Mesroud, c'est que les Mauritaniens, tout Mauritanien doit être reconnu et qu'on doit d'ailleurs d'accepter la double nationalité. Et d'ailleurs, au temps de Sidi, si mes souvenirs sont bons, il l'avait proposé. Et encore une fois, si c'est bon pour certains, il faut dire que Mesroud a été pour beaucoup pour que le recensement aille à l'étranger. Je vous le dis là, comme ça, parce que bon, on n'est pas très nombreux, mais je vous le dis. Oui, mais le recensement aujourd'hui, la façon dont vous le présentez, ça sert à rien. Oui, mais bon, écoutez, moi je vous dis, il n'y est pour rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas partie prenante, il n'a pas été associé à la mise en place de son fonctionnement, ni de la structure. Donc je vous dis carrément quelques éléments, quelques briques d'informations que j'ai. Bon, alors pour ce qui est de monsieur Ousmane. D'abord, Ousmane, il n'y a pas du tout de divergence fondamentale quant à l'approche. Il y a par-ci, par-là, bien sûr, quelques éléments que vous mettez en avant, que moi, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que quand vous me dites que, bon, il ne suffit pas de dire, bon, voilà, on interdit les coups d'État, je pense que là, vous ne m'avez pas du tout compris. J'ai parlé du dialogue, précédent dialogue qu'a eu la CAP avec le pouvoir. J'ai énuméré un certain nombre d'éléments, j'ai dit un certain nombre d'éléments sur lesquels qui ont été mis en avant, qui ont été acceptés par le pouvoir, et que jusqu'à ce jour, rien n'a été mis en avant pour pouvoir les concrétiser. Entre autres, j'ai dit la mise en place justement d'un dispositif qui pourrait régler les questions du passif, ce qu'on appelle aujourd'hui passif humanitaire, les événements 89 en gros, et les exactions, et y compris la loi, quand on parle de cela, on parle aussi de la loi d'amnistie, mais aussi le retour définitif de l'ensemble des déportés.
Parce qu'aujourd'hui encore, les associations des droits de l'homme disent qu'il y a encore des Mauritaniens qui sont au Mali. Hein? Mais le retour au Sénégal, oui, au Sénégal. Mais il ne suffit pas qu'ils retournent, mais aussi qu'ils puissent, les conditions dans lesquelles ils sont hébergés aujourd'hui, mais aussi les conditions de pouvoir reprendre leurs biens et d'être indemnisés. Donc tous ces éléments ont été débattus. Et en même temps, je disais, la criminalisation, le changement anticonstitutionnel et leur imprescriptibilité. Donc, voyez-vous, je n'ai pas dit que ce n'est pas parce qu'on a... Oui, je ne peux pas ne pas être d'accord sur ça. D'accord, ok. Mais ceci... Oui, mais j'en viens, je termine. Mais il y a d'autres choses, M. Diagana. Vous savez très bien que autant décide, le gouvernement décide, il y a une loi incriminant l'esclavage. Elle a été votée. Oui, elle a été votée. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de décret d'application. Voyez-vous, c'est dire qu'en fait, il y a des vœux, mais qui n'ont pas été mis en place. Donc, et bien d'autres, ils sont nombreux. Mais justement, pourquoi j'énumère tout cela? J'énumère tout cela parce que je souhaiterais qu'aujourd'hui, que l'ensemble de la société mauritanienne, l'ensemble des Mauritaniens puissent se mobiliser pour créer un rapport de force favorable à ce qui a été dit ici, que nous puissions y aboutir. Donc, de le soutenir. Comme d'ailleurs, aujourd'hui, ça je vous l'apprends aussi, que des forces politiques en Mauritanie et la société civile soutiennent cette initiative et mettent en place des commissions pour pouvoir la diffuser le plus largement possible et d'aller le plus loin possible pour qu'elle puisse aboutir. Voyez-vous? Donc, je vous donne ici des informations. Donc, et c'est pourquoi l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est pouvoir faire en sorte d'interpeller tous les Mauritaniens et nos partenaires et amis mauritaniens. Donc, c'est en cela que j'ai dit qu'il est important de pouvoir faire ça. D'autre part, quant à la déclinaison du compromis national, il est vrai que j'ai mis, et c'est moi qui l'ai mis, hein, ça je te dis, cette déclinaison que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai mise. Et je l'ai étudiée selon mes aspects, disons, selon ma compréhension des choses. Aujourd'hui, ce compromis national permet de garantir la sécurité, parce que nous avons besoin de la sécurité. C'est un élément fondamental. Quand bien même qu'il y ait une cohésion, qu'on mette en avant la question nationale, qui est fondamentale. S'il n'y a pas de sécurité, il ne pourra jamais y avoir de question nationale à régler. Il nous faut impérativement qu'il y ait une sécurité, une paix, qui nous permet d'avoir les conditions favorables, psychologiques et psychiques, qui nous permettent d'aller en avant. Et c'est à partir de là que nous nous sentons en sécurité, que nous pouvons avoir de la confiance. Et à partir de là, nous sommes donc plus apaisés de pouvoir aborder la question suivante. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que... Mais j'ai dit par rapport à ma compréhension des choses. J'ai dit que tant que nous... Si je prends ma compréhension, même par rapport à ton argumentation, je mettrai d'abord l'unité nationale parce qu'il va permettre la confiance. Oui, et une fois que la confiance est rétablie... Je ne voudrais pas qu'il y ait un dialogue, mais je réponds donc... moi, je le vois ainsi. Je le vois ainsi. Donc, d'autre part, vous me demandez quelle est la position d'Aziz. Alors, je pense qu'il va avoir répondu. Je disais donc Aziz lui-même, voilà, sur l'ensemble des questions. Effectivement, ce gouvernement-là demanderait à ce qu'il y ait ce soutien-là, qu'on aille tous en avant. Mais bien sûr, je comprends que Mohamed Dab puisse interpeller un certain nombre de personnalités politiques, mais elles ne sont pas des moindres aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas qu'elles, il y a des personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans la COD, qui ne sont pas à la CAP, qui ne sont pas à la majorité, comme d'ailleurs la JD, mais il y a d'autres formations politiques. Toutes ces personnes-là étaient présentes ce jour-là. Et je pense, ça c'est le souhait d'ailleurs de M. que toutes ces personnes-là, toutes ces personnalités-là, toutes ces formations politiques puissent être associées pour que chacun puisse, le moment venu, être associé à ce dispositif qui va gérer
donc ce gouvernement-là de transition qui nous permettrait en définitive d'aller vers des élections. Parce que la finalité, c'est d'aller vers des élections où tout le monde est en sécurité, en confiance, et d'aller aborder l'essentiel. Et c'est peut-être là qui est l'élément. D'autre part, je termine les questions, c'est que là, je vous dis encore une fois, toutes les formations politiques ici en France, je dis bien toute la société civile, en tout cas auquel j'ai dans mon répertoire, toutes les individualités où qu'elles puissent se trouver, la majeure partie ont été informées de cette rencontre. Personne n'a été laissé de côté. Et c'est exactement la même démarche qui a été faite en Mauritanie. Mesroud a touché, disons, le président Mesroud a envoyé à tout le monde, y compris le Moustaqbel, les anciens, le Bourbos et consorts Samori, la JDMR, ils les avaient rencontrés bien avant, c'était même pas d'ailleurs là, mais c'était bien avant le coup que Aziz a eu. Et c'est ça, toutes ces personnes-là, les associations des maires, je vous dis, donc, toutes les individualités, des personnes qui peuvent influer de près ou de loin, elles ont été touchées. Alors, c'est le moment, pour nous ici, de pouvoir, encore une fois, interpeller tout le monde, de mettre à leur disposition ce document-là, pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils puissent l'intégrer et pour ensuite le diffuser. Et nous vous donnons, en tout cas, notre engagement que nous allons le faire partout. J'espère que là, je le dis comme ça, je suis bien sûr sous le contrôle de mes camarades, nous ferons en sorte que tout le monde soit informé, sensibilisé, motivé, mobilisé pour qu'il puisse soutenir cette action ici, et s'il le faut, s'il y a lieu d'aller en province, s'il y a lieu d'aller en Belgique ou en Espagne, nous sommes disposés d'y aller. Voilà. Donc voilà, je termine pour vous dire que voilà, il faut savoir que les camarades ici, il faudra savoir que le 25, c'est bien ça, le 25, le recensement va commencer, et je crois que Sidiba, dans le cadre de l'OTMF, ont participé. D'autre part, j'ai une question que vous avez dit tout à l'heure, que des personnes, pour ce qui est du recensement, il n'y a que des Noirs qui sont venus au rassemblement. Bon, je sais que aussi, il n'y a pas que l'OTMF qui sont aujourd'hui se réclament, en tout cas disent qu'ils ont des structures syndicales. Je sais qu'il y en a d'autres. Bon, il faudrait aujourd'hui aussi que les uns et les autres puissent se rencontrer pour se dépasser, se surpasser, pour qu'il y ait, pour des choses comme celle-là, que tout le monde puisse participer. Mais bon, comme je ne t'apprends rien, Diagana, je ne vous apprends rien à vous autres qui êtes ici, vous savez, il y a toujours ceux qui sont engagés pour que ça change et ceux qui attendent que ça change. Et nous sommes engagés pour que ça change. Et je pense que mes camarades ici, leur investissement dans d'autres structures, c'est pour que ça change. Ils n'attendent pas qu'on leur fasse changer les choses sans qu'elles ne soient pas toutes. Et je vous remercie. En tout cas,